Allô les amis. Aujourd'hui on va faire un bilan sur nos 2 mois qui se sont écoulés au Canada et ça va être pas le bilan pour le voyage du Canada, mais ça va être un bilan pour où on en est au niveau de voyage en famille dans un camping-car. Donc on va vous donner nos impressions et on va aussi répondre à des questions des followers qu'on nous a posées tout au long du voyage. Donc allez, c'est parti. Quelles étaient nos prévisions et nos désillusions par rapport à déjà cette aventure, ce voyage en camping-car à travers le Canada dans un premier temps. Tu veux commencer, Olivier? Prévision sur le budget gaz, essence. Ouais. Ça, on s'est topé. m'attendait à peu près à ça sur les. Enfin, on s'est topé, oui, quand on a estimé les budgets. Parce que l'essence a beaucoup augmenté après. C'est ça, c'est ça. Mais sur les dernières semaines, derniers mois, avant de partir, je voyais que l'essence flambait et puis bon, je m'attendais quand même moins cher que ça en Alberta et dans l'Ouest. Ouais. Finalement, c'était quand même cher. Je pense que c'est la période d'été qui fait aussi que... Ouais, je pense qu'on a un plus 30% par rapport au budget prévu d'essence. Ouais. Qui aussi correspond presque à l'inflation, mais là c'est une inflation sur 3 mois. Donc voilà, l'essence, c'est une grosse partie du budget qui a été pas forcément prévue. Après, entre l'itinéraire sur l'essence, entre l'itinéraire de base qu'on a fait, qu'on a tracé sur une carte, et puis le vrai, il y avait peut-être 2000 ou 2500 km d'écart, je pense. Donc forcément, ça fait un écart supplémentaire, mais de toute façon, voilà, c'est notre moyen de locomotion, puis voilà. On n'a pas le choix. Sur les autres choses qu'on pensait prévoir plus et qui, en fin de compte, n'ont pas forcément marché, c'est, je sais pas ce que tu en penses, c'est le bandooking, le e-overlander, c'est-à-dire le fait de dormir plus gratuitement. Olivier avait planifié quand même une partie du début du trajet avec des parcs et des campings. On devait se laisser plus de loose pour la suite et puis ça a rendu qu'on a fait beaucoup de parcs et c'est tant mieux parce qu'on a découvert des endroits magnifiques et on n'a pas trop mixé avec des endroits gratuits, ce qui fait que le budget a explosé de ce côté-là aussi et là on ne pensait pas qu'on aurait autant de budget logement, comme on peut appeler ça. Ouais. Puis c'est compliqué aussi de faire du e-overlander, je pense, dans certaines régions de... Enfin, on va pas chercher des excuses, hein, mais ça nous rassurait aussi d'avoir des campings à certains moments. Et puis... Je pense qu'on avait peur de prendre des risques là-dessus. Avec le véhicule qu'on a, avec la famille aussi, parce que des fois je me sentais pas forcément en sécurité de dormir n'importe où. Le premier, on n'était vraiment pas rassurés sur un Walmart. Et pourtant c'était juste au Walmart, on avait l'autorisation. Donc voilà, c'était les débuts. On va essayer de se rattraper sur les États-Unis. Ouais, on s'est déjà pas mal rattrapé. Mais là, c'est le bilan, c'est le petit bilan sur le Canada. Enfin, pas sur le Canada. On est presque en e-overlander, on est presque en e-overlanding aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un Ravesros et c'est comme si c'était gratuit. Autre petite désillusion pour moi, ça a été le réseau téléphonie et internet. Nos forfaits téléphoniques étaient un peu limités. Moi j'avais 9, Olivier 10 gigas pour le Canada et ça monte très vite parce qu'on n'a aucun point wifi sur la route. Quand on voyage en hôtel, quand on voyage en backpack, on peut souvent aller dans des cafés et choses comme ça. Là on n'y allait pas, on n'avait aucun point d'accès wifi, on ne passait pas du temps dans les cafés. Et puis les gens, je te coupe, mais j'ai l'impression que les cafetiers, c'est pas le bon terme, mais les cafés. Les cafés, là, bakery et autres, il y a de moins en moins de points wifi pour éviter, je pense, de squatter, que les gens restent trop longtemps. C'était le cas dans les lauderies, là, des fois il n'y avait pas de coin, donc c'était long, les 1h30 à attendre. Il n'y a pas beaucoup de points wifi au final. Et du coup, dès les 20 du mois, on dépassait, là on est encore en dépassement, et c'était un gros point noir parce que ça a rajouté aussi du budget, et du coup c'est dur parce qu'on en a besoin au quotidien, c'est pas juste pour aller sur Facebook et blablater avec les amis, c'est pour chercher des points où dormir, c'est pour chercher de l'eau, de la dump, c'est pour c'est vraiment pour s'organiser, pour réserver d'autres endroits pour plus tard dans le voyage, et c'est vraiment un point important. Donc malgré qu'on ait Starlink. Ouais, malgré. Donc là, c'est le point positif, c'est qu'on a une Starlink. Et Starlink, c'est un... Tu expliques en 3 secondes. C'est Internet par satellite. Voilà. Donc, directement. Et donc, ça nous permet d'avoir de l'Internet normalement partout. Et il faut être stationnaire. Oui, il faut s'arrêter, on ne l'a pas en route. Et par contre, le point noir... comme toute connexion par satellite, il ne faut pas d'obstacles. Donc, il ne faut pas d'armes, il ne faut rien. Il arrive des fois à se faufiler un peu dans les arbres, je sais pas comment il fait, mais
Donc ça c'est le point noir, parce que si vous êtes en forêt, on est resté plusieurs jours sans internet. Ouais, une grosse partie des campings dans les parcs nationaux sont entourés d'arbres, et c'est génial parce que ça fait vraiment des beaux campings. Ouais, c'est sûr. On est en pleine nature, mais on n'avait pas internet. Et à quoi ça nous sert aussi le soir? C'était le petit moment de détente avec les enfants, regarder un Netflix. Voilà, un YouTube de temps en temps. Ça nous sert aussi pour uploader nos vidéos parce que mine de rien, oui, si on fait du YouTube, c'est qu'il nous faut aussi pouvoir vous les envoyer. Donc on va pas dans les cafés, on passe pas du temps comme ça parce que on a pas le temps. Et puis on a 2 ans, on peut plus rester stationnaire pendant 2 heures. Je sais pas comment font les voyageurs sur YouTube parce que finalement il n'y a pas tant d'endroits. Avec le Wi-Fi, on peut rester longtemps comme ça. Alors dans les bibliothèques peut-être ou dans les visitor centers, mais ça reste que. Oubliez ça, sur le parking ça fonctionne pas. Il faut aller à l'intérieur. Bah oui, donc je sais pas. C'est quand même des jours à sacrifier entre guillemets à faire ça. Donc, et on n'en avait pas. Starlink nous permet de faire autre chose pendant ces journées-là. Okay. Voilà. Sinon, gros coup de cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Gros coup de cœur. On a eu des coups de cœur pour certains endroits et d'autres c'était des gros flops. Des coups de cœur, j'en ai eu plusieurs. Le premier du voyage, c'est les Badlands à côté de l'Alberta, le parc des dinosaures, Provincial Park, un parc albertain où là ça a été vraiment. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'on ait traversé des prairies pendant des jours. Et puis là on est arrivé sur un mini Arizona, donc là ça a été un gros wow. Oui, c'était une étape aussi qui n'était pas prévue, donc c'est petite surprise de parcours. Olivier n'était pas au courant, on n'avait pas pris de renseignements sur cette étape. Et à peine moi aussi, et du coup, un coup de cœur. Et toi? Il y a eu Niagara, c'est niveau activité, moi c'était un coup de cœur, pas du tout niveau logement, parce que je parlerai niveau flop, mais niveau activité, ça a été une grosse partie d'aventure, de faire le bateau, de prendre toute cette adrénaline, d'aller jusque sous les chutes, et là j'ai adoré ce moment-là. Et je pense que tu as un autre coup de cœur aussi. Oui, un autre coup de cœur un peu plus loin en Colombie-Britannique. Là aussi c'était improvisé. Je pense qu'on a réservé le midi pour le soir. Oui, même c'est ça. Encore une fois un camping. Il n'y avait pas trop possibilité de faire du overlanding de ce côté-là de la Colombie-Britannique où il y a beaucoup de VR et de gens qui vivent dans leur VR. Donc là c'était dans une forêt humide. Vraiment un super camping, bien entretenu. Puis la première fois qu'on loge, la première fois qu'on campe dans une forêt humide avec des gros raies de cédar, c'était vraiment un peu enchanteur. Magique. Puis c'était bien entretenu, il y avait une petite maison en bois, des sanitaires nickel. Ça reste le meilleur camping pour l'instant. Pour toi? Au niveau équipement. Avec Jasper, mais ça, on parle pas dans les gros coups de cœur, mais Jasper niveau aussi infrastructure dans le camping de Whistler est incroyable. Franchement, le mieux. J'ai aussi les Badlands, mais Olivier en a tellement bien parlé que c'était vraiment un coup de cœur partagé, même pour les enfants. Voilà. Niveau flop. Alors niveau flop, on va pas mal parler de camping parce que niveau découverte et promenade et tout ça, on n'en a pas tant eu, moi je pense pas. Mais niveau flop... Non, puis on n'est pas si exigeant que ça non plus. Non, c'est ça. On va parler surtout du camping. Je vais un petit peu Niagara, mais parce que c'était un camping, on était un peu trop serrés les uns sur les autres et c'était très cher. C'était un camping court, on était presque à un Revy Park, on était les uns à côté et puis c'était trop cher pour ce que c'était. Mais les enfants ont adoré ce camping, c'est celui dont tu nous parles parce qu'il y avait une piscine. Voilà. Non, c'est plutôt le camping de Whistler. Là, c'est quelque chose qu'on a réservé en cours de route, qu'on a changé les dates et bref, quand on est arrivé, on est tombé dans un pension vraiment pourri. J'ai eu un autre emplacement, mais c'était pas génial et puis pas super. On s'est pas super bien senti dans ce camping. Donc voilà, c'était résident. Quand on dit résident, c'est que c'est des gens qui sont là sur plusieurs mois. Et ils sont installés. Des fois, c'est pas bien entretenu. Et du coup, ça fait beaucoup de va-et-vient. Oui, et le matin à 7h, c'était bruyant. C'est du bazar sur les emplacements, c'est des barbecues, c'est des voitures, c'est des machins, imaginez, voilà. On est un petit peu les uns sur les autres, ça reste un camp. Autre chose qu'on voulait vous parler, c'est la vie de famille dans un VR et la vie de famille avec des enfants. Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que t'en penses? Il faut un temps d'adaptation, c'est sûr que le passer d'une vie entre guillemets normale avec un boulot, même si ça faisait quelques semaines voire mois quand on n'avait plus trop de boulot, mais le fait de passer une vie normale avec de l'espace, rôder avec des horaires, la garderie, tout ça, une vraie routine dans une assez grande maison quand même, avec beaucoup de routines, puis nos routines aussi à nous.
qu'on avait besoin. Et puis là, on est passé à plus de routine, 12 mètres carrés. Il faut changer de site tous les jours des fois. On n'est pas toujours de bonne humeur. Il peut aussi pleuvoir, enfin du mauvais temps. On n'a pas trop eu pour la... mais au début on a eu pas mal. Puis, après on a eu beaucoup de chance. Après on a eu beaucoup de beau temps, puis ça dure encore là, mais à part hier. Donc ouais, il faut un temps d'adaptation, je dirais un bon mois d'adaptation. Il nous a fallu un mois d'adaptation pour essayer de se caler. Les filles se sont énormément bien adaptées, je trouve. Elles ont trouvé leur petite routine aussi. Les temps de route sont devenus des temps pour elles aussi pour jouer sur la tablette ou alors faire des jeux de société entre elles quand elles veulent bien. Et aujourd'hui, la routine, c'est un peu de faire les devoirs pendant la route. Le plus dur a été vraiment... le bébé de 2 ans, qui n'est plus trop un bébé justement, on parle de Terrible 2, et là, de passer de son univers à un tout univers tout nouveau, et où il pouvait aussi sortir dehors, toucher le verre, toucher les roues, enfin tout ça, a été assez dur parce qu'on avait assez peur aussi, on ne savait pas comment il allait réagir, pas les bêtises, mais les nouvelles découvertes qu'il allait faire, et c'est plus ou moins dangereux des fois. Donc là, on était vraiment sur les nerfs au début, la fatigue, un petit peu. La nouveauté aussi pour nous. Nous aussi, on avait vraiment beaucoup de mal. Et puis, oui, comme tu disais, on n'avait plus notre routine, on se rendait compte que notre petit temps du soir, chacun, après le coucher des enfants, où on pouvait soit regarder la télé, soit regarder Netflix, soit être sur son ordinateur tranquille, sans être perturbé, on ne l'avait plus. Et là, ça a été... Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve, on n'a pas 5 minutes pour se poser. On s'est pris le temps pour cette vidéo, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel, on n'est jamais dehors sur les chaises à regarder le paysage. Alors plus ça va, plus on arrive à se faire des temps, on s'est adapté, on a fait des routines, qui n'est pas forcément le mieux pour la vie de tout le monde, dans le sens où c'est peut-être un peu de télé aussi. Même pour on a lâché prise un peu sur certaines choses parce qu'on s'est dit tant pis, il faut aussi qu'on ait du temps pour nous. C'est ça. On peut pas être parfait par tout le temps, et donc du coup bébé doit regarder un petit peu de télé aussi pour que nous on ait 5 minutes de pause. On n'a pas un camp de jour sur une année où il y a tout le temps des activités. Parce que c'est 24-24 avec les enfants. Je pense que ceux qui sont en vacances, qui ont été en vacances il y a pas longtemps, le comprennent. Voilà. Autre sujet, donc vivre dans 10 mètres carrés, 10-12 mètres carrés, est-ce que ça a été dur ou facile? Ça pense ouais. Il est assez bien aménagé, le verre. Je trouve qu'on c'est bien fait. On a pris quelque chose où on savait qu'on allait s'y sentir bien au niveau de l'aménagement, des couleurs, etc. Donc ça a joué. Il est assez facile à vivre quand même. On l'a bien aménagé. On l'a bien aménagé, un petit peu décoré, donc ça a été, je trouve... Moi, je trouve ça va. Quand il y a des choses à faire, par exemple, quand je fais la cuisine, tout le monde sort parce que là, il faut vraiment qu'on bouge. Après, les routines, on fait chaque chose à sa place, on range les choses, et puis quand c'est l'heure de se coucher, chaque personne va là où il doit être, et puis c'est parfait. Ça, c'est important de toujours ranger, de toujours mettre les choses à leur place. Mais on n'a pas le choix. C'est pas qu'on est maniaque, c'est vraiment pas notre style d'habitude, mais là on Le soir, tu veux te poser sur une chaise, il faut que tu fasses la vaisselle du midi, ou il faut que tu passes l'aspirateur, mais c'est important pour que tout le monde se sente bien et puis que ça dérive pas, quoi. Donc en tout cas, verdict pour l'instant, c'est pas trop prenant d'être dans un petit espace, sachant que le soir, enfin en tout cas quand on arrive sur un campement, les enfants peuvent jouer sur ce campement-là. Ils sont dehors, ils n'ont jamais passé autant de temps dehors, donc d'être à l'intérieur, c'est le moment de repos à l'intérieur. C'est pas, personne bouille pour je veux sortir, je peux pas sortir, donc c'est le moment de repos quand on est à l'intérieur en tout cas. Ah oui, petit point aussi qu'on pensait et qui se passe pas forcément comme prévu, on pensait plus rencontrer des gens. Que ce soit quand on arrive dans un camping ou même, je sais pas, des tours d'un stationnement, qu'on voit d'autres personnes qui pourraient être comme nous, des voyageurs. Il y en a eu. Oui, mais c'était très ponctuel. Ça a été surtout... Avec qui on a parlé, il y en a eu, pardon, j'allais partir sur un truc qui n'a rien à voir, mais à Vancouver, mais c'est surtout des retraités. Olivier attire beaucoup les gens. Quand je suis intérieur, et en fait, à chaque fois, les gens vont vers lui. C'est souvent le combo moi et Archie qui attireront les gens. Et il y a beaucoup de retraités sur les routes. Puis ils sont, ce qu'on disait avec Aurore avant qu'on filme, plus ouverts, je trouve, que les jeunes à discuter, où les jeunes vont être plus repliés sur eux-mêmes. Peut-être que c'est ce qu'on est aussi nous. Mais
Je sais pas. Mais je pense que les personnes plus âgées, en tout cas ici au Canada, ça a été. On va l'expérimenter avec le Québec, avec les USA. Ils sont plus enclins à voyager. On connaît tous les snowbirds et tout ça, donc ils sont plus enclins aussi à s'ouvrir vers les gens. Et ils font des gens qui voyagent et comme ça. Les jeunes, on n'est pas encore dans ce mood-là de notre génération. On est encore dans le travail, dans notre cercle d'amis et tout ça, et on est moins ouvert. Puisque j'ai remarqué aussi, c'est que quand même on rencontrait plus de gens sur des styles de camping, en overlanding ou en Harvest Host. Les campings normaux, les gens ne se parlent pas. Non, on est trop cloisonnés, trop dans le quotidien, etc. C'est un peu comme si on était chacun chez soi. Alors que là, les gens sont plus ouverts à aller à discuter. On a eu des rencontres souvent sur des points Harvest Host ou Terrego, et là, on a vraiment discuté avec les gens et c'était cool. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux questions des followers, des abonnés. Oui, des abonnés. Qu'on nous a posé au fil du temps, et j'avais fait une petite demande sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est là où on partage plus, on partage quotidiennement, où au moins on essaie en fonction des réseaux, et du coup on est à jour, on est vraiment en temps voulu au moment où on est, et donc du coup on vous partage tout ça là-bas. C'est sur Direction The World sur Instagram et sur Facebook aussi si vous préférez ce réseau. Première question qui nous a été posée, c'est quelles sont nos premières impressions après 2 mois de voyage? Content ou pas content? Content, après c'est une grande question. Oui, je pense qu'on l'a résumé pas mal avant. On l'a déjà pas mal résumé avant, mais oui, on est très content. On est content du mode de voyage qu'on a choisi. C'est vraiment cool avec le VR. On peut aller partout, on est content on est satisfait dans sa globalité. Après, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où on est un peu fatigué, des moments où on aimerait retrouver un chez soi. Avoir une chambre fermée. Avoir une chambre fermée. Des fois. Pour plein de bonnes raisons. Ouais. Mais globalement, on est content. Puis pour l'instant, le Canada nous a offert plein de paysages fantastiques. C'est incroyable. On a traversé, mais je compte même pas sur les doigts de la main le nombre de paysages, tellement il y en avait. Et ce qu'on faisait, la réflexion, c'est vraiment diversifier. Il faut dire qu'il y a, on a parcouru quand même plus de 7000 km et 5 États. 7500 km, exactement. Voilà. On fera dans un point sur le Canada, tout ça. On vous dira tous les chiffres. Moi aussi je suis assez contente. Ça nous faisait peur quand même pour ce mode de transport, on ne connaissait pas du tout. On n'est pas forcément des gros aventuriers avec les enfants, on n'avait jamais vraiment fait de voyage backpack en aventure, donc là c'était une première approche, c'était un compromis d'avoir sa maison et aussi de voyager. Donc non, là-dessus je suis vraiment contente. Juste des fois j'aimerais bien avoir plus petit pour aller dans les villes et se garer plus facilement, mais plus ça va, plus on s'adapte, et puis là on commence à vraiment trouver le pli. Pour préciser, ceux qui ne savent pas, c'est un 24 pieds. Donc c'est un modèle assez compact quand même, dans les plus petits des VR. Camping-car pour les Français et un VR pour les Canadiens. Je ne sais pas combien ça fait en mètres, mais ça fait peut-être 8 mètres au total. 7 mètres 52. 7 mètres 52, avec les vélos peut-être 8 mètres, je ne sais pas. C'est ça, ça reste assez compact et on peut aller partout. C'est très maniable. C'est très maniable, le seul défaut c'est que ça consomme un peu. Mais voilà, c'est ça. Il ne faut pas tout avoir. Ouais. Pourriez-vous nous montrer l'intérieur du camping-car? Et bien justement, on a déjà fait une vidéo la dernière fois, donc on vous remet le petit lien ici si ça marche. Sinon, allez voir dans les vidéos, on fait un VR tour et vous verrez tous les intérieurs. On fera un autre point aussi sur les extérieurs, mais ce sera une autre fois par Olivier. Alors, changerais-tu quelque chose à ton organisation, toi? L'organisation de la vie de tous les jours? Oui, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, non. Je pense qu'on s'est adapté au fur et à mesure aussi, donc si on le savait, on le ferait. Voilà, non. Peut-être dans le guidon, c'est peut-être pas. Parce que là, ça commence à fonctionner. Donc, comme on vous disait, là, on commence à avoir une bonne routine, enfin un bon roulage. C'est pas une routine parce qu'on change tous les jours, mais un bon roulement. Voilà. Puis, du coup, c'est plutôt un point positif, mais le fait d'être en VR, parce que je vois des gens qui se posent la question du VR ou de la roulotte avec la voiture. Le VR, ça a quand même beaucoup de points positifs, plus que ce que je pensais, au final, notamment pour l'école. Oui, mais je pensais à autre chose. Ça permet de faire l'école en roulant. En voiture, ce serait plus compliqué, surtout avec 3 enfants. Il y a une petite autonomie quand même dans le fait qu'elles font leurs devoirs. Et les toilettes, ça c'est à mon avis ça que Aurore pensait. Les enfants, pipi et autre chose. Et le fait de pouvoir manger un peu partout aussi, de pouvoir se poser. On s'est posé au glacier, vraiment au pied du truc. Il y a beaucoup d'endroits où on a pu se poser avec, on n'aurait pas pu, clairement, avec la roulotte. D'avoir sa maison sur son dos, et du coup, on gagne vachement de temps. Pas besoin de pas quitter le sac avec
penser à tous les collations, l'eau, tout ça, on a tout sur place. Et effectivement, ça nous arrivait de, ok, on va là, hop, on mange sur place avant de partir se promener. Et là, ça nous évite un gros niveau d'information parce que la roulotte devrait rester au point de dodo. Ah, c'est clair, parce que mine de rien, on peut pas l'emmener partout. Aux États-Unis, je sais moins, mais au Canada, il n'y a pas tant de place à VR. Et donc encore moins, voire zéro d'emplacement de roulotte. Dans les parcs nationaux, on a vu que c'est même gros encore, donc c'est le compromis. L'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est très compliqué avec une roulotte et une voiture. Il faut aller direct au camping et après bouger. Avez-vous réussi à respecter le budget? Eh bien, c'était la grande question. Eh bien, non. Non, clairement, je pense que personne n'arrive à respecter son budget. Pourquoi? Parce que c'est très dur de calculer un budget. Malgré qu'on vivait déjà au Canada, on a par exemple pour la nourriture, on a parlé de l'essence avant, mais pour la nourriture, on s'est basé sur notre budget quotidien dans une maison, avec des courses hebdomadaires et certaines courses de fond, dont chez Costco ou des fois chez Walmart. Là, au début, et c'était c'était au début qu'on n'avait pas de routine, ça fait partie de la routine. On faisait des courses aux 2 jours, c'est ce qu'on nous avait dit aussi. 2 jours, les courses, vous savez très bien, on ne fait pas 30 $ de courses par 2 jours. On est une famille, on mange à 5, il y a les matins, le midi, les goûters et le soir, et même des collations le matin. Donc ça va très très vite et du coup, non, le budget a été dépassé. Maintenant, on commence à trouver une routine et à réduire ce budget-là, mais ça c'était un budget, je pense qu'il a été doublé. Ouais, vraiment. Puis un truc important, c'est qu'on a estimé avant l'inflation aussi. Oui, et puis au Québec, parce que chaque région a ses prix en fin de compte. Et en fin de compte, l'alimentaire est même plus cher encore ailleurs qu'au Québec. Oui. On trouve, et plus on va vers l'ouest, plus c'est cher. Donc il faut vraiment prévoir un gros budget d'alimentation. Et on connaissait les produits. Imaginez des étrangers et des francophones, des Français qui arrivent ici et qui veulent retrouver une certaine similitude dans les produits parce qu'ils ne connaissent pas ceux-là du Canada et c'est normal. On le ressent ici une fois maintenant on est aux USA. On connaissait les produits et ça a été très dur quand on me demandait si je voudrais changer quelque chose, c'est niveau alimentation. On a trop de routes, on mange toujours pareil. Mais les produits sont des fois pas assez diversifiés. On s'est retrouvé dans le milieu du Canada avec très peu de légumes différents. Et pourtant, on pensait qu'il y aurait plus d'agriculture, et pas tant. Et puis en fait, on tourne toujours avec les mêmes produits qu'on sait faire. Et puis il faut dire, c'est bien, j'ai une belle cuisine, mais je vais pas passer 3 heures à cuisiner avec juste 2 casseroles. Donc du coup, ça fait augmenter le budget. Ça a été dur. Voilà. Le fait de ne pas pouvoir faire sa tarte. Pouvoir cuisiner avec un Thermomix sans citer la marque. Plus de choses de maison. Ça coûte beaucoup plus cher. Je faisais plus de gâteaux à la maison et là j'en fais plus du tout bien sûr. Et là c'est plus cher, voilà. Pouvez-vous faire une vidéo de 24 heures dans votre vie? C'est bonne idée, tiens, on va en faire une. Je sais pas quand, mais on va essayer. Une vraie vidéo de routine. En juillet-août 2023. Par ici. Ouais, ok, à demain. Est-ce que le chauffe-eau marche? On se demande qui a dit cette question. On a eu un doute tout à l'heure. Olivier pensait que non, il marche pas. Si, il marchait. J'étais presque pas content qu'il fonctionne, mais non, je rigole. Parce que à force de l'entendre, je l'entends plus, mais non, il fonctionne. Et il est tombé en panne 2 fois, à 2 ou 3 semaines d'intervalle. Et 3 fois. 3 fois? Non, 2 fois. Une fois en Ontario et une fois en Alberta, à Calgary. Il n'est pas retombé en panne pour l'instant. Peau de singe. Mais c'est pas très grave parce que j'ai des fusibles de rechange. Il me reste encore 3 commandés sur Amazon. 3? T'avais pas commandé 5? J'en avais commandé 5. Je pensais en avoir commandé 5. J'en ai reçu 4 et j'en ai changé 1 avec. Donc il m'en reste 3. Ça ira, je pense. Donc on est bien au 3e changement. Et puis un conseil, vaut mieux acheter des fois des pièces sur Amazon que de passer par un revendeur de pièces parce que ça coûte 4 fois moins cher sur Amazon que dans un revendeur de pièces. Ça c'est l'astuce du jour. Alors comment se passent les cours avec les enfants? Avez-vous des horaires quotidiens? Alors le cours, on a commencé, il faut savoir qu'on a commencé le 1er août pour s'avancer beaucoup sur le programme parce qu'on aimerait avancer au maximum. Je dis pas terminer le programme, ça va être possible pour décembre où là on va partir en sac à dos et on va pouvoir transporter forcément tous les livres. Donc les devoirs, on a commencé, on en prendra. On a commencé avec le matin quand on fait de la route, on fait à peu près
elles font, parce qu'elles sont beaucoup en autonomie. C'est très dur de le faire quand moi je suis devant, qu'elles sont derrière, mais en tout cas elles me posent des questions. Elles font à peu près 1 heure quand elles sont motivées, parce que oui, c'est dur d'avoir une routine, et oui, elles ont du mal à se motiver. Elles ont du mal à... Des fois, au début, il y avait beaucoup trop de texte pour Soline, qui n'aimait pas du tout lire dans le livre. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'interaction et c'est beaucoup plus vivant dans une classe, et là, juste avoir des supports de cahier, c'est plus dur. C'est moins condensé. Je pense qu'il y a plus de... Oui, c'est plus ludique. Ils prennent beaucoup plus de temps aussi pour voir chaque notion. C'est ça, alors que nous... Là, pour l'instant, on n'est pas rendu très loin. On va aller à l'essentiel. Ça fait pour l'instant 1 mois qu'elles ont commencé, l'école. Donc voilà. Et les cours se résument à du français, des maths, l'histoire géo, quand même, parce que là, je les ai pris parce que c'est quand même l'histoire du Canada. Et là, on n'avait aucune notion, nous deux. Et un peu de sciences pour Capucine, mais on n'a pas commencé les sciences. Et l'anglais? Et un petit peu d'anglais, mais là j'ai pris juste un petit cahier que j'avais en stock. Faut qu'elle s'entraîne plus à parler, parce que ça, on va parler des relations, tiens, avec les enfants. Nous, on a parlé de nous, mais les enfants, est-ce qu'ils voient d'autres enfants? Ben non. les fois où, à l'inverse, les enfants ont été vers eux, ils ont été un peu pris de panique là. Ouais, la langue fait une énorme barrière, on le voit. C'est ça, puis ça fait ça fait des malheureux de l'autre côté, parce que ils comprennent pas là, les enfants, pourquoi tu veux pas jouer avec moi, mais... Elles ont adoré le fait qu'une fois on avait vu justement une famille québécoise dans un spot à Calgary, à Winnipeg, mais elles nous reparlent ça, ce serait bien de les recroiser. Hein. Mais voilà, la barrière de la langue, souvent les gens vont plus vers ma plus jeune, et là elle ne parle pas du tout anglais, donc on lui apprend à dire I don't speak English. La grande comprend très bien et répond juste non, ou elle ignore. Elle ignore. Elle comprend, mais... Elle comprend bien l'anglais quand même, on commence, mais en tout cas voilà, mais déjà de base c'est des enfants qui vont pas forcément directement vers les autres, même quand on est en groupe avec d'autres amis. Donc là ça va demander un peu plus d'adaptation. Alors, une autre question, quel était le budget? Je ne sais même plus si on parle de budget aujourd'hui. Là, on fera une vidéo vraiment sur le détail précis du budget Canada. On vous donnera tous les chiffres en transparence. Il faut encore que je cumule certaines données. On a quand même pas mal avancé. On n'est pas loin du chiffre. Hein. On n'est pas si loin du chiffre. Il y a quelques notions dont on vous a dit avant, mais on n'est pas si pire, comme on dit au Québec. Bon voilà, c'était notre point des 2 mois de notre voyage autour du monde et en camping-car pour le moment, en VR. On vous a donné nos premières impressions suite à ces plus de 63 jours accomplis. C'est précis. Je dis 63 parce que c'est le cumul en fait des jours au Canada, et puis pour moi c'était un petit peu, voilà, ça terminait pas mal avec le Canada et nos premières impressions sur le début du parcours. Voilà, le prochain on essaiera de vous faire un petit 6 mois. Si on y arrive, je ne sais pas où on sera dans 6 mois. Peut-être 4 mois avant, peut-être, mais on verra. T'es motivé? 6 mois, il faut prendre des notes entre les 2 mois et les 6 mois pour rien oublier. Mais ouais, c'est ça. Et ça. Puis les impressions peuvent changer aussi d'un pays à l'autre. Ça sera à la fin des États-Unis, on sera au Mexique. Donc ça sera peut-être un premier bilan, je sais pas, on verra. Ou un comparatif Canada vs États-Unis. C'est la patronne qui décide, hein, je sais pas. Le sujet c'est juste 6 mois de voyage, je sais pas. Ok. Canada machin, mais là ce sera une autre vidéo. Là, on est dans le Montana pour info. Ouais, aujourd'hui on est aux USA dans le Montana et on a un spot comme vous voyez super sympa. Et ça c'est un coup un spot cool, un coup un spot moins cool. Voilà. Hier on était à un spot un petit peu moins cool. Et voilà, donc ça c'est la vie de voyage et on aimerait bien d'ailleurs vous la partager comme on disait dans un 24 heures, et ça faut vraiment que vous le fassiez. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cet épisode. Pour une fois, c'est un fast cam du début à la fin. Désolée, j'espère que vous avez tenu. Ceux qui ont tenu, en tout cas les 30%, même pas, bravo. Et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. Bye bye. Bye bye.